Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ici à l'invitation de mon ami Guillaume, qui est kinésithérapeute dans notre service de réanimation depuis très longtemps. Moi, j'y suis aussi depuis un certain temps. Et j'ai une double casquette, voire une triple. Donc, moi, je m'occupe d'un CAMS à Saint-Étienne et actuellement, j'ai eu une activité pendant 3 ans de responsable médical dans un IME pour enfants extrêmement polyhandicapés. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et depuis 2000, à Saint-Étienne, la totalité du pôle de pédiatrie travaille sur le concept des soins de développement. Je ne vais pas trop vous les détailler parce qu'on voulait parler un peu pratique et j'ai quelques petites idées pour vous. Donc, les soins de développement, alors notre ami belge, il vient de Saint-Luc. En Belgique, il y a Béatrice Aumont, donc il y a le concept de NIDCAP, qui est une théorie qui s'intéresse aux prématurés et aux nouveau-nés. Les soins de développement, d'après André Bullinger, viennent du grand, c'est-à-dire c'est un concept qui s'intéresse au développement et aux apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la pédiatrie? Eh bien, ce qu'on peut dire de la pédiatrie, c'est que la pédiatrie, ça touche l'enfant en développement. Et le développement, c'est là où j'ai un petit peu d'impact encore au-delà de la motricité. Ce n'est pas que moteur. Justement, l'enfant est là pour apprendre. Depuis sa vie intra-utérine et son développement commence là. Donc, quel qu'en soit l'âge, on peut rencontrer tout un tas de maladies. Vous attrapez un rhinovirus à 15 jours, vous avez le nez bouché, vous êtes en détresse respiratoire, vous pouvez finir intubé, ventilé en réanimation, si on ne vous a pas désobstrué comme il faut. Vous pouvez faire la même chose à 1 mois et vous allez faire une bronchiolite apnéisante et vous allez vous retrouver aussi en réanimation. Mais vous n'avez pas les mêmes difficultés. Et vous pouvez avoir la même maladie à 4 ans et ça fait un rhume. Donc, la pédiatrie est vraiment quelque chose qui nécessite en premier connaissance et compétences. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. Donc, on ne peut que travailler en pluridisciplinaire. Nous, notre arme fatale en réanimation est très souvent le kiné parce qu'on a besoin de travailler en équipe et avec une équipe infirmière béton, ce qui aujourd'hui est une grande difficulté parce que le turnover fait qu'il faut former en continu les gens. Et pour maintenir les compétences et maintenir la bienfaisance, et ben la compétence, c'est le premier truc. Et les soins de développement, non plus, ça ne s'invente pas. Donc il faut avoir des thérapeutes fil rouge qui permettent de maintenir ce niveau d'enseignement. Donc bien sûr, il y a une charte de l'enfant hospitalisé depuis 88. Elle n'est pas d'hier. Tout enfant a le droit d'avoir 24 heures sur 24 son adulte auprès de lui. Un parent, une personne, ça ne peut pas être un bureau biologique parfois, quelqu'un auprès de lui, je vous laisse le reste. Mais la pédiatrie, c'est un monde très particulier et la réanimation pédiatrique doit être adaptée aux besoins des enfants. Donc aujourd'hui, on sait que les soins de développement sont donc un gold standard et ça s'applique autant chez le grand que chez le petit. Donc André Bullinger, qui pour nous est la référence en soins de développement pour le grand enfant, est arrivé en 2000 à Saint-Étienne pour nous faire de l'enseignement et c'est parti d'une idée de prise en charge de l'oralité dans un premier temps. Et là, nous avons pris des connaissances sur le développement global de l'enfant et le neurodéveloppement. Donc, dans l'approche sensibile-motrice, on est dans quelque chose qui touche autant les expériences toniques posturales que la dimension cognitive. Et d'ailleurs, la posture et l'apprentissage vont inextricablement ensemble. Et le développement psychomoteur et le soubassement de tout le développement, c'est-à-dire la phase sensoromotrice qui dure à peu près 2 ans. Quand on va voir les enfants dans nos services d'hospitalisation, ils sont très souvent dans cette phase-là, quel qu'en soit leur âge. Et bien sûr, l'enfant n'apprend pas à bouger son bras pour bouger. Les kinés nous aident pour faire bouger le bras, mais l'enfant va bouger le bras pour justement pédaler sur un vélo, pour aller quelque part, instrumenter cette activité et pas faire pédalage pour pédaler. Donc il est très très important de prendre compte de l'enfant dès sa naissance et puis aussi dans les services de réanimation, dans la totalité de ces espaces et de dire cet enfant doit tout de suite avoir la possibilité, dès que la phase réanimatoire pure et dure, c'est-à-dire le cœur il marche, la respiration marche, et à partir de là, il faut déjà réfléchir comment on va pouvoir soutenir le développement de cet enfant à partir de maintenant. Dans la vie intra-utérine, quand on revient sur le moteur et le cognitif à la fois, l'enfant est dans une situation où l'enroulement est quelque chose de passif, c'est-à-dire l'enfant est dans l'utérus de sa maman, c'est l'utérus qui enroule l'enfant, et c'est l'enfant
qui fait l'hyperextension. Donc on sait que tout enfant qui est dans une réaction primaire, je vous fais peur là, votre réaction elle est ça. C'est-à-dire la première réaction qu'on a tous et qui est un réflexe archaïque et une hyperextension, réaction postérieure. Et l'enroulement, il est passif. Et plus vous allez vous développer dans votre âge et dans votre compréhension, parce que ce n'est pas que moteur, c'est-à-dire il faut que vous puissiez intégrer qu'en réalité, la personne en face ne fait pas peur. Ce qui est la différence avec quelqu'un qui est atteint d'un trouble de comportement massif et qui ne comprendra pas que l'en face n'est pas dangereux, et ces enfants sont dans une hyperactivité et une hypertonie permanente. Donc, ce qui nous aide, c'est qu'on peut parler motricité avec beaucoup de gens. On peut parler aux chirurgiens, on peut parler aux neurologues, on peut parler de beaucoup de gens. De la motricité, c'est quelque chose qui est bien compréhensible. Là où c'est important, c'est de faire le lien entre l'expression de la motricité, l'apprentissage et l'émotion. C'est-à-dire un enfant, jusqu'à l'apparition du langage, ne peut s'exprimer que par la motricité. Une des raisons aussi, quand vous avez des enfants plus grands, que des enfants avec troubles de langage sont très, très, très souvent dans une instabilité psychomotrice. Donc la dynamique du développement, vous commencez par la phase orale, donc très intéressant ce qu'a dit notre collègue belge, donc éminemment, la sphère orale, il faut s'en occuper, et ça ne sert pas qu'à manger. On sait très bien que je ne suis pas un psychanalyste à 2 balles parce que c'est une des formations que je n'ai pas faites, mais bien évidemment, l'oralité est le nerf de la guerre, la totalité des acquisitions et du partage avec notre environnement. Après, on a une maîtrise du buste, des chaînes antério-postérieures. Donc les chaînes antérieures sont extrêmement longues à récupérer parce que les chaînes postérieures sont toujours dominantes dès qu'il y a une difficulté. Après, vous avez la dissociation droite-gauche. L'enfant va pouvoir se mettre sur le ventre, se redresser. Mais il faut déjà avoir un sacré niveau pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas combien d'enfants que vous avez dans le service qui auraient de réveil de coma peuvent se retourner sur le côté, se mettre à plat ventre, se redresser et de retourner. Et avoir une dissociation des chaînes du thorax, il n'y en a pas beaucoup. Et après, vous avez une stabilité de votre buste et la position assise sûre avec un buste solide vous permettra de vous mettre en position debout. Donc j'ai mis un petit tableau, juste pour vous faire une idée, qu'est-ce que peut faire un enfant à 3 ans? Eh bien, un enfant à 3 ans, normalement, est capable de prendre un crayon, de faire un petit dessin, il aime regarder les livres, il aime partager avec vous. Il peut s'exprimer en phrases, et sur le plan moteur, il est totalement autonome. Vous avez beaucoup d'enfants en service de réanimation avec une pneumopathie qui sont encore capables de faire ça? Plus beaucoup. Les enfants se retrouvent très vite déshabités totalement de leurs compétences cognitives et motrices, et justement une prise en charge très précoce nécessite d'y penser tout de suite, de leur redonner des moyens, de s'approprier leur corps et aussi leurs compétences cognitives. Donc la motricité, c'est une expression qu'a l'enfant avec son environnement, et dans un premier temps, un prématuré, un nouveau-né, il va bouger pour bouger, c'est-à-dire rien que bouger, ça donne à son cerveau la possibilité d'évaluer la longueur de ses muscles, de savoir quand je touche par terre, mon bras il fait cette longueur-là, et si j'ai pu toucher par terre et que mon bras fait cette longueur-là, s'il y a un objet, je vais pouvoir l'attraper, et si je l'attrape, je peux le porter à la bouche. Et ça, on peut le faire à 31 semaines. Et un enfant à 31 semaines, il y a des études qui peuvent dissocier un objet rond d'un objet carré. Donc je vous le redis, il est extrêmement important de savoir qu'un enfant qui n'a pas de langage oral, qui ne peut pas s'exprimer et ne peut s'exprimer par la motricité, c'est-à-dire vous inhibez quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer de façon orale à bouger, c'est-à-dire vous le contenez. Aujourd'hui, dans beaucoup de services, les enfants ne sont plus attachés. Dans notre service, ça fait bientôt 20 ans. Le jour 2 de ma prise de chef de clinique, je me suis attelée à détacher les enfants et il n'y en a plus aucun. Aujourd'hui, les enfants attachés sont des enfants où il y a un danger, des drains en place, des choses pour lesquelles on immobilise un membre si nécessaire, mais il n'y a pas d'enfants attachés. Donc l'enfant va agir avec son environnement par un système sensorimoteur, c'est-à-dire tous les flux qui viennent sur lui, le bruit, la lumière, le vent, la gravité, vont déclencher une posture, un mouvement. Et cette posture et ce mouvement va permettre que l'enfant s'organise pour rentrer en interaction avec son environnement.
Aujourd'hui, quand vous allez vous occuper d'un enfant et qu'il est dans sa couveuse et que vous êtes en train de préparer une aspiration et vous lui dites « Écoute, ne t'inquiète pas, je vais devoir t'aspirer, tu sais, on fait ça plusieurs fois par jour, on va mettre la main sur la tête, l'infirmière va te tenir ou ta maman va te tenir, on va te regrouper un petit peu et on va t'aspirer. Un bébé de 32 semaines peut se préparer à cette aspiration et au bout de quelques fois, il va avoir une habitation qui va même plus déclencher un réflexe de retrait. Un enfant que vous ne préparez pas, quoi que vous lui fassiez, un enfant de 5 ans en bonne santé qui est dans son lit qui dort, vous mettez la main froide sur le ventre, il va vous faire un moro. Et au bout d'un certain temps, il va développer ce qu'on appelle des irritations tactiles, c'est-à-dire n'importe quel toucher va déclencher un moro chez cet enfant. Et au CAMS, on en a toute une collection d'enfants qui ont, sur des séjours extrêmement banals, rien que par la position d'un capteur de saturation sur un pays, des irritations tactiles telles qu'on ne peut plus leur mettre des chaussettes, ni les mettre, ni les enlever. Donc, on se attelle à la position. C'est-à-dire, si un enfant doit apprendre à mettre sa main dans le lien visuel manuel, une chose qui est extrêmement importante, c'est que le schéma visuel, par exemple, le fait d'avoir une main ne apparaît dans le cerveau que si l'enfant peut passer la main devant les yeux, et idéalement sur une surface contrastée. C'est-à-dire il faut que cette main puisse bouger devant les yeux, dont les héminégligences des enfants qui ont un torticolis, parce que la main qui reste sur le côté et qui ne bouge plus, qui ne revient plus dans le champ visuel, va faire que cet enfant est oublié dans le schéma corporel. Donc il n'a pas du tout de déficit moteur. Si vous ramenez la main, vous lui la montrez, il va la bouger. Par contre, si vous la laissez en dehors du champ visuel, l'enfant ne bougera pas cette main. Et donc, il est très important de posturer des enfants avec des postures qu'on appelle, nous, asymétriques. Mais en fait, alors là, les gens qui font du bobat et autres vont avoir les cheveux tout droits sur la tête. Donc, l'idée n'est pas que l'enfant soit tordu, c'est-à-dire il y a des appuis asymétriques, c'est-à-dire vous avez un appui sur le côté gauche, légèrement en asymétrie, qui permet que la main contralatérale et la jambe contralatérale puissent se mettre en mouvement, puisque l'enfant qui est positionné totalement face à son milieu ne va pas mobiliser ni l'un côté ni de l'autre. Donc il faut mobiliser le côté en appuyant légèrement sur l'autre, juste pour avoir de la motricité. Et un enfant confortablement installé, qui n'a pas de douleur et qui n'est pas gêné, là on a un nouveau-né qui est intubé, ventilé, qui n'est pas attaché, et à aucun moment les enfants ont envie de se débarrasser de la sonde. S'ils le font quand même, c'est que l'équipe est très en retard pour l'extubation. Donc ce positionnement, il tend à travailler tout ce que sur le plan moteur va pouvoir soutenir l'enfant dans son développement, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'amener le bras jusqu'au milieu, une posture qui permet que le bras, on n'a qu'à le mobiliser un peu, lui permet de le mettre en action et de l'instrumenter. Juste le mouvement, c'est un mouvement pour le mouvement, mais par contre, l'attraper et le croiser sur la ligne médiane, ça permet de faire du lien. L'utilisation des chaînes respiratoires, bien évidemment. Si vous êtes fatigué, on va montrer quelques images sur la position assise. Donc chez nous, la totalité des enfants, alors là on a un petit garçon, je vais revenir dessus. Donc l'efficacité du diaphragme est augmentée dès le moment qu'on incline un peu le bassin, soulève un peu les jambes et on a une petite position surélevée en fonction. Et puis la posture est changée entre tous les 4 et 6 heures pour que l'enfant n'ait jamais un appui. Et avec les coussins à billes, on a très peu d'escarres. La plupart du temps, les escarres se font dans les premières 6 heures, s'il y en a un. C'est-à-dire c'est un retour de bloc, c'est des enfants qui sont en état de choc extrêmement grave. Autour du séjour d'hospitalisation, des escarres, c'est un événement indésirable de signaler à la direction. Donc les positions pour la prise en charge des enfants avec une bronchiolite. Donc il y a tout le côté moteur respiratoire, c'est-à-dire si vous avez l'enfant en position semi-assise et qu'il a en même temps quelque chose sous les pieds, ça lui permet de savoir quelle taille il a, parce que vous savez quelle taille vous avez puisque vous marchez. Et que l'ébranlement de vos pieds vous donne la conscience de à peu près quelle hauteur vous avez, parce que vous pouvez savoir si vous sortez d'ici, si vous avez besoin de baisser la tête pour la porte ou pas. Mais si vous passez votre journée suffisamment longtemps sans avoir le moindre appui sur les pieds, vous n'allez plus avoir la capacité d'évaluer sur le plan neurologique, neurosensoriel, votre hauteur. Tout comme vous ne pouvez pas évaluer votre posture dans l'espace. Je vous éteins la lumière pendant quelques temps.
et je vous mets sans appui sur les pieds dans un lit, vous ne sauriez pas dans quel sens vous êtes dans la pièce. Donc on installe les enfants sans être attachés, avec maintenant 99,9% des enfants qui ont une voix ou des lunettes à haut débit, ça dépend un peu de quoi ils ont besoin, en posture semi-assise, donc on n'incline pas le plan du lit, mais on assoit l'enfant, parce que lutter contre la gravité, certes, ça sert à mobiliser les muscles, mais ça sert surtout à bloquer le diaphragme, hein, parce qu'on se tient comme ça, et on n'a pas les muscles pour respirer. Ces postures sont utilisées, ça c'est une petite fille avec une maladie neuromusculaire qui a une VNI qui avait fait sa première décompensation, et la totalité des enfants sont installés, ça c'est un petit qui revient d'un retour de bloc relativement simple, et tout de suite il y a une posture qui permet que l'enfant puisse se regrouper et trouver un peu de... Voilà. Ça c'est un petit garçon qui a eu un drain, une dérivation externe. Cet enfant-là était en pleine forme, il a 9 mois, il était déjà assis, il était autonome, il commençait à manger avec les mains. En 24 heures, une chirurgie, 24 heures après, il n'était plus capable de tenir assis. Et ce n'est pas que la suite de l'anesthésie, c'est-à-dire les repères corporels de cet enfant sont totalement déroutés et il faut les remettre en place tout de suite. Même chose dans les réveils de coma, la prise en charge extrêmement précoce. Et une des choses qui marche très bien et tout de suite, c'est l'odorat. Bien évidemment, le toucher, vous le savez tous, le premier sens, in utero, c'est à 17 semaines d'aménorrhée, donc bien évidemment aussi chez l'enfant de 9 ans, le toucher, la douleur, est là tout de suite. Après, c'est l'odorat. L'odorat, même en coma profond, et chez un enfant qui n'a pas de relation avec son environnement, il reconnaît l'odeur. Donc il est capable de reconnaître son gel douche, son lait corporel et l'odeur de sa maison, sa couverture préférée. Et donc on met en place tout de suite des outils que l'enfant connaît de sa vie antérieure, pour ressolliciter des liens avec lui. Et bien sûr, on travaille les postures et avec toujours un appui sous les pieds pour éviter les pieds en équin. Et on a, je pense, très peu, sauf dans des ischémies vraiment très sévères. Donc je voulais juste vous dire, ce grand garçon-là de 9 ans qui a fait son malaise avec coma à l'école, donc il était 9 ans, il était en CM2, et bien là, il est hypertonique des membres inférieurs, il a une hypotonie axiale. Il ne fait plus de sourire, il ne tient pas sa tête, il ne secoue pas un hochet. Donc sur le plan développemental, il est à 1 mois. Même si son âge réel ne l'est pas. À 2 ans, il serait capable de nettoyer sa table, faire un petit découpage, donc on en est très très loin. Donc je ne reviens pas dessus. Donc il faut vraiment mettre en place des stimulations qui permettent aux enfants de créer des sensations. Et ces sensations permettent que l'enfant sente une sécurité intérieure qui lui permet d'activer cette motricité. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Sur l'alimentation, les sollicitations orales, CAJ0 en période néonatale et CAJ0 en réanimation pédiatrique avec des choses adaptées. Ça, c'est une petite fille qui a Pierre Robin. Et ce que vous voyez là, le monsieur qui mange, ça s'appelle un repas partagé. Donc cet enfant a une gastrostomie, parce que c'est un Pierre Robin qui était extrêmement sévère et les troubles de l'oralité étaient à J0 aussi extrêmement importants, mais par contre, elle a appris à manger elle-même. Et dans les choses que nous apprend Madame Montessori, c'est « aide-moi à faire moi-même ». Donc il est extrêmement important de solliciter l'enfant qu'il puisse faire. Donc l'endroit de repas ne peut pas être le lit, parce que le lit, ça peut être l'endroit où on fait aussi éventuellement un pansement, où on a aussi d'autres choses. Donc s'il y a un espace pour le repas, il faut un espace de repas. Ça peut être les bras de la maman quand ils sont petits, mais il faut appeler les choses comme ils sont, c'est-à-dire un repas, c'est un repas, et c'est une alimentation. Et l'agavage en réanimation n'existe pas. Ça, c'est réservé aux oies. Donc on peut après proposer des sollicitations visuelles qui doivent être contrastées, quelque chose qui fait un spectacle visuel pour l'enfant au moment du réveil. Ce n'est pas pour le secouer, pour lui dire « il faut regarder ». C'est que quand il est disposé et qu'il se réveille, il peut regarder. Tout comme les sollicitations auditives qui sont disponibles même en coma profond. Là, on a fait un sevrage ventilatoire dans les bras de la maman. C'est une bronchiolite qui a fait un SDRA qui est resté plusieurs jours en décubitus ventrale. Et quand on a arrêté les drogues définitivement, pour pouvoir arrêter les drogues sans avoir encore à l'extuber, parce que là, il avait 40% d'oxygène, et ben, il est allé dans les bras de la maman,
qui a permis de faire la transition entre médicaments et rien. Donc ces contenants permettent un dialogue avec l'enfant qui se fait dans un premier temps sur un mode tonico-émotionnel et qui permet que l'enfant puisse mobiliser sa motricité spontanée. Donc il faut apprendre à lire les enfants, il faut observer, et comme Guillaume dit, la pédiatrie c'est au cas par cas. Donc il faut trouver pour l'enfant la bonne solution. Et les horaires, il n'y en a pas, c'est-à-dire les bains ne se font plus le matin chez nous dans le service parce que déjà il n'y a pas lieu de faire un bain tous les jours et quand on a besoin d'un bain, c'est là quand les parents peuvent être là pour le faire. Et que quand l'enfant est disposé et que les parents sont là et l'enfant n'est pas disposé, il n'y a pas de bain. Et ça, c'est compliqué à mettre en place parce que les rythmes à l'hôpital, ils sont faits pour les soignants. Donc, toute mobilisation inadaptée, classiquement, déclenche chez l'enfant une réaction motrice. Elle est à un degré variable, mais dès que le seuil de l'enfant est dépassé, vous allez avoir une décharge motrice. Donc, le moraux dans nos actions peut être quelque chose de très intéressant à évaluer pour dire « Ah, là, j'y suis plus ». Donc, on conçoit des soins qui doivent être aussi peu stimulants possible. On sait très bien que la réanimation très lourde, il y a des choses à faire. Mais il faut tout de suite mettre en place, en parallèle, des choses qui permettent à l'enfant de récupérer plus vite et de supporter mieux de ce qui lui arrive, en sachant que le milieu hospitalier, je ne sais pas si vous avez pu en profiter pour vous-même un moment, en 24 heures, vous n'êtes plus vous-même. Vous avez peu de décisions encore à prendre et votre corps ne vous appartient plus. Et c'est très, très, très compliqué pour les enfants parce que les troubles qu'a décrit notre ami belge sont extrêmement sévères. C'est-à-dire les enfants gardent des séquelles qui, pendant des années et des années, les troubles de l'oralité, la prise en charge est en moyenne de 5 ans, minimum. Et à 5 ans, on arrête parce qu'ils sortent de l'âge du CAMS et que dans les autres, après, quand ils mangent à peu près et que ça mange à peu près, mais la trouble de l'oralité en enfance crée des troubles relationnels sévères à l'âge adulte. Et alors, je ne vous parle pas du couple, de la sexualité, et on passe les meilleurs. Et bien évidemment, là-dedans, il y a les parents. Et les parents sont partenaires de soins. Et sans les parents, je pense que ce n'est même pas la peine de commencer. Je pense qu'on ne peut pas dissocier des enfants des parents. On a des parents extrêmement compétents. On a des parents extrêmement dysfonctionnants. Mais il faut faire avec. Et ça sera de toute façon le parent, que ça nous plaise ou pas. En tous les cas, j'en ai vu beaucoup, beaucoup plus des très, très, très bien fonctionnants, des experts de l'expérience et davantage, bien évidemment, dans le pôle des handicaps, parce qu'ils les connaissent sur le bout des doigts. Et même ceux qui ne sont pas dans le pôle handicap, une famille de parents prématurés, s'ils ont le temps d'observer leur enfant, ils le connaîtront bien mieux que tous ceux qui ont fait ça pendant 12 heures, une fois par semaine. Et bien sûr, la famille et la fratrie. Je vous remercie beaucoup.